Bonjour à tous, alors avant de commencer la vidéo, j'aimerais vous dire que oui, ce n'est pas un comics Batman, même si Excalibur Comics, à l'heure où je fais cette vidéo, dit que c'en est un. Ce n'en est pas un, mais c'est un comics que j'ai découvert et beaucoup apprécié. De plus, j'aimerais vous dire que certaines images peuvent heurter la sensibilité de certaines personnes, c'est un comics d'horreur et c'est un comics gore, donc vous êtes prévenus. Bienvenue dans l'émission Masterpiece, l'émission qui parlera de comics, livres, jeux vidéo ou films qu'il faut avoir vu, lu ou joué pour être un vrai collectionneur, et aujourd'hui on va parler de Plunge, fait par Joe Hill, Stuart Immonen et Dave Stewart. Au lendemain d'un tsunami, on détecte au large du détroit de Bering le signal de détresse du Derlet, un navire d'exploration scientifique disparu depuis 40 ans. La biologiste marin Moria Lemb rejoint l'équipe de remorqueurs d'épaves missionnée par Rococo International, un groupe privé très intéressé par la cargaison du Derlet. Ils vont donc à leur recherche. Alors, les dessins sont incroyables. Vous allez me dire que pour un comics d'horreur, forcément, ce qui va jouer le plus, c'est l'atmosphère. Et oh mon dieu que c'est excellent! Toute l'histoire va se passer sur une île et cette impression d'enfermement va être constant. On ne va jamais réellement sortir de cette histoire, on est comme aspiré dans un néant, en fait nous sommes noyés. Et ce qui est fort, c'est le temps. Au début, il fait beau, ce n'est que le début, après tout, rien de spécial à signaler. Puis plus on s'approche de l'île, plus le temps se couvre. Les vagues s'agitent, puis tombe la nuit, et à partir de ce moment, le temps ne va plus avoir de cohérence. Sombre mais clair à la fois, la pluie tombe, la neige vient, ensuite un vert bizarre qui rappelle surtout les fonds marins, et enfin un coucher de soleil rouge sang. Tu rajoutes à ça la date, le lieu et l'heure qui sont au début très souvent écrits pour que l'on s'y repère, mais lorsque l'on est sur l'île, ça disparaît. Traduction, le temps et l'endroit sont totalement perdus. Et le nom des créateurs se chiffre de plus en plus, jusqu'à ne plus reconnaître leur nom à la fin. Des équations scientifiques pour dire que même la science en quelque sorte est présente, mais pas accessible, puisque pour le commun des mortels, c'est pas réellement compréhensible. Oui, vous avez bien compris, tout est là pour nous perdre en tant que lecteurs, et ne comptons même pas sur les scénaristes pour nous en sortir, puisque eux aussi ne sont plus compréhensibles. Cette histoire est d'une richesse incroyable, et elle est extrêmement réaliste. Déjà dans le premier chapitre, qui peut sembler nul parce que c'est beaucoup de dialogues très longs, mais au moins ça a le mérite de montrer que ici on est dans une histoire réelle, car tout touche au réel. Les problèmes de pollution, les entreprises qui touchent à tout et qui prennent parfois certaines mers pour y mettre des saletés, qui d'ailleurs va faire référence aux créatures que l'on va rencontrer plus tard, mais tous ces dialogues ça permet de caractériser les personnages facilement, et surtout de comprendre que ce sont eux les personnages principaux, et que du coup les liens que l'on a avec eux commencent à se tisser. Ensuite, lorsque l'équipage arrive sur l'île et découvre un mort qui fait partie de l'ancien équipage, il se lance à la recherche d'indices pour retrouver les restes des membres. Après des indices un peu partout sur l'île, comme des maths et des totems explicites, l'équipage est sain et sauf et on se rend compte qu'ils veulent simplement de l'aide pour aller dans un sous-marin. Mais retournement de situation, en fait, les anciens équipages ne sont pas humains. Ce sont des vers, un peu à l'instar de Princesse Mononoke, mais ceux-là viennent d'ailleurs. Ils viennent d'un autre monde, où il y a une trappe qui fait office d'entrée sous l'eau. Et ils ont pris les gens comme habitat naturel, puisque la porte est fermée, ils ne peuvent plus rentrer chez eux. Alors ils demandent à l'équipage d'ouvrir cette porte, et en échange, ils leur laissent la vie sauve, avec tous les cadeaux qu'ils leur ont fait, c'est-à-dire la résolution de pi, mais surtout l'énergie qui permet de faire de l'électricité pour 1000 ans pour tout un pays, ce qui n'est clairement pas négligeable, puisque je le rappelle, au début, on a justement parlé de la pollution. Mais tout ceci, ça n'a pas été fait sans sacrifice. De nombreux membres sont morts à cause d'un lingot qu'il ne faut pas regarder. Sinon, ça finit à un combat jusqu'à la mort, et d'autres parce qu'ils ont refusé. D'ailleurs, il existe un remède pour éviter de se faire habiter par ces monstres, c'est justement une soupe que Clark a fait. C'est alors que les humains restants arrivent à avoir du temps pour examiner les objets, le lingot et la substance chimique, et se concentrent sur le fait de se venger de la mort des autres membres. C'est alors que Russ arrive à se plonger dans les abysses des souvenirs, des vers, et arrive à trouver une solution tout en y laissant sa vie. D'ailleurs, pourquoi Russ et pas un autre personnage? Car Russ, ça veut dire russe. Et du coup c'est le mieux placé, puisque les Russes sont eux aussi présents dans cette histoire, et ils en savent bien plus. D'ailleurs, lorsque on traduit ce pavé de texte, on se rend compte que les Russes disent « Quelle est la merde bizarre qui cogne le cadre? Pouvez-vous avoir ça ?
Je suis plus préoccupé par ce qui est arrivé à notre logiciel, capitaine. Le système de navigation s'effrite, nous naviguons dans l'aveugle. Allons en haut et après cela, éteignez le système. Et rendez-moi les yeux, lieutenant. Ce qui est extrêmement bien placé, puisque du moment que tu as des yeux, tu peux mourir, car tu peux voir le lingot. Mais surtout, les vers attaquent ta vue, pour prendre possession de ton corps. Donc ça annonce... Et oui, vous avez très bien compris. Mais pas trop le temps de mettre en place quelque chose. Les vers arrivent, font un dilemme à Lemb, et Lemb arrive à ouvrir cette porte. On pourrait se dire que tout va bien, mais un gigantesque tentacule sort de cette porte, et Gage attrape Lacom pour lui retirer le lingot et la matière spéciale pour justement exterminer cette créature une fois pour toutes. Il le fait, il réussit, Lemb et Bill partent vers le soleil en essayant d'esquiver le noir, mais un ver est resté, et celui-ci est dans Lacom. Alors, au-delà d'être une critique de la pollution que nous créons, c'est aussi une manière de dire que nous ne savons pas réellement les conséquences de ce que nous pouvons produire et surtout les conséquences de nos actes. Lacom est tellement payé par Rococo qu'il veut à tout prix ramener le savoir chez les hommes, sûrement pour du succès, comme si en réalité son âme avait réellement perdu toute rationalité. Et la raison est caractérisée par Gage Carpenter, qui lui veut qu'une seule chose, c'est que son équipage rentre chez eux. Ici, la mise en avant des maths n'est pas anodin. Nos maths ne peuvent pas nous permettre d'expliquer ce que nous voyons. Ici, il n'y a pas de rationalité, car tout est inexplicable dans notre référentiel. Les vers ont réussi à mettre en place un objet qui permet de connaître les pensées des gens. Et l'explication est que les âmes sont dans une autre fréquence. Alors que dans ce magnifique livre, La Formule de Dieu, on arrive à prouver que l'âme n'existe pas. Il y a tout autour de nous des choses qui nous échappent. Nous n'avons découvert seulement un millionième de ce qui peut exister dans l'univers et de nos capacités. Je veux dire, ça nous est tous déjà arrivé que certaines fois on se sent comme connecté à une autre personne, que parfois la personne que l'on voit dans notre rêve pensait à nous au même moment. Et pourtant, ce sont encore des choses que nous n'arrivons pas réellement à prouver scientifiquement. Et pourtant, ça existe. D'ailleurs, voilà pourquoi les vers attaquent la vue, car ce sont les autres sens qui peuvent nous aider à comprendre le monde qui nous entoure. De plus, en mettant des vers comme une représentation du mal, c'est déjà une idée pour dire que la Terre est contre nous. La nature l'est. L'homme n'est pas le dernier de la chaîne alimentaire et même le sacrifice humain et du savoir, vu que tout meurt avec Gage, la nature reprendra le dessus quoi qu'il arrive. C'est d'ailleurs pour ça que sur l'image finale, il parle directement à nous. Je rappelle que l'endroit où il est à la fin, c'est le lieu de l'annoncement des chapitres. C'est un lieu que nous seuls lecteurs pouvons voir. Ce n'est donc pas anodin. Au niveau des noms, c'est pareil. Tout est cohérent. Rococo, ce n'est pas une référence à un acteur porno, même si ça parle de beat dans ce livre, en fait c'est le mouvement baroque, qui est créé pour mettre surtout en avant l'asymétrie avec des fresques en trompe-l'œil pour créer la surprise et l'illusion du mouvement et du drame. C'est vachement étonnant ça pour un comics de l'horreur. D'ailleurs dans ce comics, Rococo est une compagnie qui s'intéresse à tout ce qui touche aux éléments terre, eau, vent et même l'espace, et elle est représentée par Lacom. Moria Lemb, Lemb en anglais, c'est pour dire que ce n'est pas de sa faute, I'm innocent as a Lemb. D'ailleurs, c'est marrant puisque la personne qui va découvrir quelque chose d'étrange et qui va être l'élément déclencheur de tout ceci, eh bien, c'est elle. Bill Q-Make, référence à Tamusi Q-Make, qui a été du coup un chef et défenseur de la culture inuit. Je rappelle que ça se passe au détroit de Bering, c'est là où sont les Inuits. Les Carpenter, oui j'ai envie de dire référence à John Carpenter, un grand nom du cinéma et des films horrifiques. Bon là, tout le monde l'avait vu, mais surtout Carpenter ça veut dire charpentier, et un charpentier ça construit et ça répare. Et oui, leurs prénoms, ils ne sont pas choisis au hasard. Gage, le parieur, Russell, appelé Russ, qui veut dire en russe, et Clark, l'éduqué. Donc pas étonnant que ça soit lui qui ait trouvé le remède pour éviter de se faire posséder par les vers. Mais je ne vais pas vous faire tous les noms, mais sachez que certains peuvent vraiment vous surprendre. Ce que je veux vous prouver avec ce jeu de prénoms, c'est que l'univers est respecté, jusqu'à dans l'écriture du scénario en passant par les noms. Et ce qui est fou, c'est que je n'ai rien trouvé de particulier sur David Lacom, qui est en quelque sorte l'ennemi aussi de l'équipage. À part David, qui bien évidemment, ça tout le monde le sait, ça veut dire beloved, le bien-aimé. C'est quelqu'un qui est aimé. Alors qu'en réalité, en tant que lecteur, on ne lui fait pas confiance du tout. Et c'est ce qui permet justement d'appuyer cette fin énigmatique. Pourquoi ne retire-t-il pas le ver de son doigt? Pourquoi accepte-t-il aussi facilement de se faire habiter par ce ver? Et tout ça, si je vous disais que David Lacom est en réalité le lecteur.
Depuis le début, Lacombe est un nouvel arrivant dans l'équipage du Macready. C'est quelqu'un qui prend les décisions les plus sûres comme la coopération, il choisit le succès en voulant ramener le savoir et fait le traître pour avoir le lingot. Cet arrivant n'est pas habitué à travailler avec eux, c'est d'ailleurs pour ça qu'il a un certain recul sur les choses. C'est d'ailleurs pour ça qu'on le déteste. En fait, Lacombe est ce que la quasi-totalité des gens feraient dans cette situation. Donc la contamination est simplement pour dire que la nature survivra en nous, dans notre corps. David est en quelque sorte mort vu qu'il n'a aucun moyen de rentrer et il n'a plus le lingot qu'il convoitait tant. En gros, la nature restera vivante même après notre destruction de celle-ci. Elle aura une autre forme et prendra place dans nos cadavres. Oui, c'est totalement dégueu, mais c'est vrai.